toutes, nous sommes en direct sur Télé 50. Nous vous présentons ce magazine avec un plateau qui affiche déjà complet. Bunagana, en territoire de Rutshuru, est encore, et jusque ce vendredi, l'heure à laquelle nous émettons en direct, vendredi 19 août 2022, sous occupation militaire du minuscule Rwanda, sous l'étiquette d'un soi-disant groupe armé. Les commanditaires sont connus, quelques multinationales, avec les multinationales anglo-saxonnes, avec l'écutus de quelques grandes puissances occidentales. Washington a joué Ponce Pilate justement lors de la tournée de son secrétaire d'État en Afrique. Il s'agit de Blinken. Si certains observateurs exagèrent en parlant d'une mission touristique, d'autres par contre estiment que sa vraie mission au Congo-Kinshasa, du moins pour l'étape du Congo, était motivée par l'appel ou les appels d'offres lancés par Kinshasa pour l'acquisition des blocs gaziers et pétroliers ainsi que les arrangements avec l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Entre-temps, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, à la tête de la CEAC, et donc depuis cette semaine, investi comme président en exercice de la SADC, une communauté importante pour le continent africain. Mais ces 16 homologues, disons 15, lui ont apporté un soutien moral, mais pas très suffisant, justement contre l'agression lâche et barbare de son pays par le régime de Kagame. 4 invités autour de cette table pour discuter d'un certain nombre de questionnements. Quelle attitude Kinshasa doit-il adopter face à l'hypocrisie des États partenaires? Nous allons évoquer les enjeux, les défis et même les perspectives. Quelle motivation, quel acteur de cette guerre, ainsi que les stratégies des sorties de cette crise. Norbert Yamba, à mon extrême gauche, libre penseur, politique aussi, très connu depuis son approche dans la société civile avant de rejoindre la politique, mais il le reste. Mais ici, ce ne sont pas les couleurs politiques, c'est la nation Congo. Freddy Mulumba, juste à ma gauche, vous êtes politologue, journaliste, écrivain, mais plus éditeur du magazine, le seul magazine panafricain, la Renaissance africaine. Vous plaidez pour une vraie Renaissance africaine parce que seul le Congo ou la Côte d'Ivoire ne peut rien faire. Il faut qu'on se soude les coudes, qu'on se serre les coudes. À mon extrême droite, Kabongo, Achille. Ça fait quand même environ 2 ans. C'est juste au début de la lutte contre Covid. Oui. Plus de 2 ans, je peux dire. Vous êtes juriste, président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique qui porte le nom de Philippe Bioya. C'est pour l'honorer parce que c'est un professeur qui nous a formés et qui nous a appris à analyser. Très bien. Ouais. Alors, bon retour dans Ça fait débat. Et votre homonyme, Kabongo Malou, et juste à ma droite, professeur à l'UPN, également un analyste connu pour justement sa franchise au journal Le Potentiel. Vous êtes philosophe, on peut dire c'est notre égyptologue au Congo. Vous ne portez pas des gants lorsqu'il faut aborder la réalité en face. Un plateau intéressant. La fois passée, on a reçu vos compliments. Laissez-nous vous dire merci de tout cœur de ce que vous avez dit sur chacun d'eux et surtout de la pertinence des questions abordées. On ouvre le débat, mais bien avant, je vous ai réservé une petite surprise. Pour ceux qui n'ont pas suivi le journal, à 13h, la grande édition de la mi-journée sur Télé 50, regardez, Kabanda, ministre de la Défense, est à Moscou. Regardez ce qu'il a visité. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Le séjour du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à Moscou n'est pas du tout un temps perdu. Gilbert Kabanda Kourenga a saisi la balle au bon. Il a consacré toute une journée pour visiter le salon d'exposition des équipements et matériels militaires des fabrications russes. Animé du souci de modernisation de l'armée congolaise, le représentant de la RDC dans ses assises est passé stand par stand. Kabanda veut assouvir son plan d'action conformément à la mise en œuvre de la loi des programmations militaires récemment promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. A-t-on basculé vers les autres horizons? Le monde s'y interroge. Un connaisseur parfait des équipements militaires, parmi les urgences de Gilbert Kabanda à Moscou figurent les pourvois des équipements des derniers cris aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Un pari à gagner pour le gouvernement de Wayos à travers le ministère de la Défense. Kabanda a constaté que tout y est dans cette industrie militaire russe et il en a eu les choix possibles. Armes à feu et d'assaut, véhicules blindés et bateaux de guerre, véhicules de transport des troupes, les hélicoptères des différentes missions, les marketeurs des différents fournisseurs ont chuchoté à l'oreille du ministre de la Défense de la RDC. Après Gilbert Kabanda, le tour sera des différents experts dans tous les domaines des FARDC défixés pour concrétiser la vision. Le chef de l'outil de la défense y est sorti, enrichi et satisfait. Voilà. Monsieur Kabongo, un commentaire? Oui, moi je me dis que c'est... Il est encore là. Kabanda est encore sur place. Ça aurait pu faire on aurait pu faire ça depuis très longtemps, parce que cette guerre dure depuis une vingtaine d'années. On aurait pu faire tout ce qu'ils font fait maintenant là depuis très longtemps. Et je suis content que ça soit fait par Gilbert Kabanda, qui est non seulement un médecin, mais qui a suivi toutes les formations militaires. C'était vraiment le seul médecin de notre armée qui faisait les défilés, qui marchait avec les autres, parce qu'il était dans toutes les unités. Et je pense qu'il est temps que vraiment le Congo... Et je souhaiterais même que des choses comme ça, quand ça se passe, que ça ne puisse pas passer à la télé. Ce sont des informations que je considère comme stratégiques et on ne doit pas en faire. Ça démontre qu'au Congo, on n'a pas encore pris conscience qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Enfin, mais je pense que c'est le moment de faire ça. Et je ne peux que souhaiter à Kabanda... L'autre Kabongo, Achille, quel est votre... petit commentaire autour de la table, rapidement. Rapidement, ça ne m'étonne pas. Je trouve que c'est la même continuité. Les États ont quand même cette souveraine liberté de s'approvisionner en armes, de s'équiper pour leur défense et de trouver toujours quelles sont les armes les plus performantes qu'elles peuvent utiliser. Ça, ce n'est pas une innovation Congo. Le Congo de Soukabila, vos avions de chasse sont des marques russes. Vous avez des Sukhoi. Mais Kabila n'a jamais crié qu'il est allé acheter des Sukhoi. Mais vous avez des Sukhoi. C'est ce qui assure votre défense. Certains hélicoptères que nous utilisons ici avec notre armée, certains équipements sont des fabrications russes. Ils sont approvisionnés toujours de ce côté-là. Je pense que ce qui vient de dire mon homonyme est très important. En matière de défense, quand vous allez acheter un couteau ou une arme, on ne publie pas. On l'a fait visiter, mais il n'est pas à l'acheter. Il participe à une grande conférence à laquelle même l'Union européenne, les États-Unis étaient conviés sur la sécurité. On l'a amené pour visiter. Donc, il n'est pas allé acheter. Une précision détail. D'accord. Voilà. Freddy Moulumba. Oui, ça pose un problème de fond. L'Occident, qui est notre ami, nous refuse de nous vendre des armes. Nous sommes sous embargo. Au Conseil de sécurité, l'Occident, qui est notre ami, refuse de voter pour nous, par contre, il vote contre nous. Je pense que c'est un problème aujourd'hui qui devrait être un débat d'abord entre intellectuels pour savoir définir nos intérêts et comment les orienter.
Mais ce qui est curieux, vous avez suivi Bintou Keïta, la secrétaire, la représentante des Nations Unies qui est ici. Et là, paraît clairement au Conseil de sécurité que Kagame, M23 et le Rwanda étaient mieux équipés, plus que l'ONU et les FARDC. Nos amis nous disent qu'il ne faut pas vous armer. Mais curieusement, Kagame achète des armes, même des armes russes. Kagame a des missiles russes. Ça ne va pas faire un problème pour nous. Donc, Kagame a tout, le Rwanda a tout, l'Ouganda a tout, et nous, on n'a rien. Donc, je pense que c'est un problème de fond. Il faut que les Américains s'interrogent. Où sont passées nos bonnes relations depuis que le Congo est né? Ça prouve aussi qu'au niveau de l'Amérique, il y a beaucoup d'aventuriers qui ne comprennent rien, qui ne savent pas encore comprendre que le Congo est plus important. Voilà. Donc, cette question de courant en Amérique, je pense que ça pourrait être renversé un jour. Bon, une précision pour ceux qui font les rapports services secrets. Kabanda, dans son reportage, n'est pas à l'acheter, on l'a fait visiter. Alors, il ne faut pas chercher à vous agiter, à faire des faux béis, ça ne va pas servir. Norbert Yambemba. Merci beaucoup encore une fois pour ce débat. Je salue Achille, je salue Emmanuel, ça fait un bail, on ne s'est pas vu. Et maintenant qu'on se retrouve, je ne vais pas parler du géniteur de la dynamique, etc. Mais il faut mon frère Freddy disait tout à l'heure, les États-Unis n'ont pas encore compris. Non, Freddy. C'est nous qui n'avions pas encore compris que les États-Unis sont pareils. Les États-Unis ont une approche qui relève de l'histoire de la croyance occidentale. La croyance occidentale suppose la suprématie blanche, la suprématie de la puissance. Et pour avoir la suprématie de la puissance, il faut neutraliser les faibles, surtout les faibles qui ont des potentialités énormes comme le Congo. Et donc, les États-Unis ne peuvent pas voir le Congo se réveiller, se mettre debout. Parce qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui a le même volume de richesses que le Congo. Un tiers des richesses africaines sont au Congo. Tous les minéraux stratégiques sont au Congo. Mais les États-Unis ont pris capital, vous l'avez dit la dernière fois, une décision que aucun pays, ni un organisme, ni les individus, soutenir l'influence russe en Afrique. Tout simplement parce que les minéraux africains leur appartiennent. Et alors maintenant, lorsque vous parlez de minéraux des pays d'élection, des minéraux stratégiques, ben, c'est au Congo. Donc, les États-Unis ne peuvent que mener cette hypocrisie. Mais c'est nous qui ne comprenons pas que nous devons monter maintenant des stratégies qui nous permettent véritablement de construire des intérêts croisés avec l'ensemble des différentes nations, surtout qu'il y a des guerres sur le paysage politique international, pour que nous ayons aussi des alliés. Et de manière que nous puissions nous en sortir, encore que la classe politique puisse comprendre. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se fragiliser. Entre-temps, on croit que, bon, quand on est en face des États-Unis, le ministre et le secrétaire d'État est arrivé, bon, disons ceci, on fragilise le Congo et on est dans son, ça ne sortira pas. Donc, ça à nous maintenant de comprendre que ce soit l'élite qui est au pouvoir, l'élite qui fait l'opposition et l'élite intellectuelle et sociale pour dire nous avons un défi commun, il faut un pacte républicain et ce pacte républicain va nous sortir véritablement de cet engrenage. Emmanuel Kabongo, on ouvre, voilà, après un mot sur cette visite de Kabanda à Moscou. Dites-nous concrètement, quelle attitude Kinshasa doit-il adopter maintenant au regard de toutes ces réalités? Blinken était venu pour donner les coups de bâton sur les doigts des dirigeants congolais parce qu'il y a cette affaire des blocs gaziers et pétroliers. Il y a cette affaire de Dan Gettler. Ce n'était pas pour dire à Kagame enlève tes gens à Bunagana. Entre-temps, Bunagana, ils perçoivent les taxes, ils font souffrir le peuple, ils pillent. Et ils violent. Et ils violent. Alors, ceux de la SADC, ils n'ont pas cette force. Ils veulent plutôt saisir Guterres. Mais vous connaissez que Guterres n'a aucun pouvoir. Alors, face à cette hypocrisie des grands
et des partenaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que notre pays n'a pas bien joué son rôle. Cette guerre dure depuis une vingtaine d'années, avec près de 10 millions de morts et un asservissement intellectuel, psychique incroyable. Parce que cette guerre, c'est une guerre de colonisation. On veut nous démontrer que nous, les Congolais, nous ne méritons pas d'avoir cet espace-là. Comme je l'ai dit l'autre jour, cette guerre-là, dès que nous laissons le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda prendre le Goma, ils vont prendre le Kivu, ils vont prendre le Sud Kivu, Nord Kivu et Kisangani, même l'Ituri. Donc c'est une guerre de démantèlement du Congo. Une telle guerre, comme disait Lénine, ne se discute pas. C'est une guerre patriotique. Et quand on fait une guerre patriotique, on arrête tout et on se consacre à la souveraineté. Parce que pour le moment, le Congo n'a pas de souveraineté. Un pays dont les frontières sont poreuses, les gens entrent, sortent comme ils veulent, n'est pas souverain. On arrête tout, même les élections. Écoutez, non, je ne veux pas entrer dans ce débat. Écoutez, qu'est-ce qu'on arrête d'abord tout? Dans un pays en guerre, vous savez, vous voyez les États-Unis, une bombe lancée sur quelques immeubles ont permis à George Bush de faire sortir ce qu'on appelle les Patriot Act. Ça signifie, quand il y a Patriot Act, ça signifie que même les options politiques, il n'en reste qu'une. Nous devons vaincre la guerre. C'est ce que disait tout à l'heure mon ami Amaya Magui, les partis républicains. Quand le pays est atteint, on arrête toutes ces distractions et surtout vous les journalistes, vous arrêtez d'aller chercher des femmes de ménage pour leur poser des questions sur la guerre. C'est de la distraction. Vous allez chercher des gens qui n'ont rien à dire, vous leur donnez l'espace politiquement, publiquement. L'espace public est un espace d'intelligence. C'est un espace d'un discours construit et c'est un espace de souveraineté. Mais quand on voit, vous les journalistes, des grandes personnalités comme vous là, vous allez chercher des femmes de ménage, vous leur posez des questions, des gens qui n'ont rien à dire. Quand un pays est attaqué, on arrête tous à dire quoi? Que l'État bloque d'abord les prix sur le marché. Bloque les prix sur le marché. Le marché ici, on bloque les prix. On dit les prix s'arrêtent là. On bloque les salaires, n'est-ce pas, pour rendre les grèves illégales. Parce que quand on fait la guerre, on ne fait pas la guerre en même temps, on cherche à faire accoucher les femmes gratuitement, non. On dit tout ce que nous cherchons d'abord, c'est arrêter la guerre. Il nous faut des moyens. Comment on trouve les moyens? On vous dit, mon cher Fabien, on arrête, on bloque les prix. Quel effet que veuille oui ou non, on leur dit, les prix sur le marché, sur les biens de consommation sont bloqués à ce niveau-là, ça s'arrête. Ce qui fait que l'État a la capacité maintenant de bloquer les salaires. Ce n'est pas possible que dans un pays en guerre, chaque jour quand on se réveille, il y a une grève des enseignants, une grève de professeurs d'université, une grève de matelots. C'est vraiment incroyable. Non, je continue. Il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, l'État doit prendre ses dispositions. Quand déjà dans un pays, mais vous avez vu, dans tous les autres pays du monde, quand les gens n'acceptent pas les pactes républicains, c'est-à-dire de ne pas se distraire pour la recherche d'un pouvoir sur une terre où on est en train de vous prendre, les jeunes prennent des dispositions pour faire ce qu'on appelle la violence autophagique, obliger les gens à accepter. Je vais continuer parce que j'ai des questions que tu veux marcher. Justement. Mais ce que je voudrais te dire que jusqu'à présent, le Congo ne donne pas l'impression d'être un pays attaqué. Tous les jours à Kinshasa, les gens circulent, boivent la bière, parlent, crient. Les gens injurient le président de la République, qui est notre représentant. Vous savez que la guerre, là, quand on fait le commandant suprême, c'est dit, si vous ne venez pas l'aimer, mais vous devez croire que les gens qui fonctionnent là-bas, quand ils sont sur les champs de bataille, là, ils disent non, le président a dit, ils suivent ce qu'il dit. Mais quand vous, ici, vous l'injuriez, tout ça, vous faites de ça de ce qu'on appelle l'option de la représentation nationale. Ce n'est pas normal de ça. Je pense que j'aurai le temps d'en parler. Républicain. Oui. Emmanuel Kabongo, merci pour cette prise de parole. Achille, vous avez une réaction rapide. Est-ce qu'à Kinshasa, et le pouvoir, et l'élite, est-ce qu'on est conscient que ce pays peut nous échapper en un jour comme ça? Il nous échappe. Charles Onana a fait une publication, une analyse que j'ai lue cette semaine. Je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit. Alors, oui, l'écrivain camerounais. Oui. Mais il est en train même de réveiller son pays. Et même chez Sassou, il lui dit, mais vous allez vous endormir, vous réveiller
avec un pays déjà parti. Ouais, hommage à Charles Onana Gelé lui aussi. Mais je voudrais dire ceci, Fabien Lumbala, cette guerre dure il y a très longtemps. La faute à qui? Aux autorités congolaises, aux autorités politiques congolaises. La République démocratique du Congo a toujours brillé par une contre-performance au niveau de la défense nationale. Des années et des années. Dans la continuité de la gestion de l'État, je te parle en tant qu'analyste stratégique. La République démocratique du Congo a toujours brillé par une contre-performance diplomatique pour faire face à cette guerre. Des années et des années, et ces deux contre-performances se manifestent par quoi? La malgouvernance des dirigeants, l'apeuprisme et l'absence de vision. Commençons d'abord par la contre-performance diplomatique. Fabien Lumbala, on nous mène la guerre. La République démocratique du Congo a un ambassadeur au niveau des Nations Unies, je pense. Chaque pays du monde a un ambassadeur au niveau des Nations Unies. Chaque pays du monde a une politique étrangère. Chaque pays du monde a une politique de défense. Prenez les États-Unis d'Amérique. Ne condamnez pas M. Anthony Blinken. Quand il arrive en République démocratique du Congo, la politique étrangère des États-Unis et la politique de défense est bien définie depuis que les États-Unis existent. Elle est coulée sous forme d'une loi. La France a une politique de défense. La France a une politique étrangère. Et chaque ministre des Affaires étrangères qui accède aux affaires en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, respecte les lignes tracées pour la défense, la politique de la défense et la politique étrangère. Ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Nous brillons avec la contre-performance. C'est la première fois, Fabien, que je vois dans le concert des nations un ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo hausser le ton, dire des choses très graves et essayer de définir une politique de défense et l'imposer aux autres États. Dire aux États-Unis la vérité. Je parle de Christophe Lutondo Lapal. C'est la première fois que je vois. Tous les autres ministres qui sont passés, je n'ai pas vu cette performance-là. Veuillez m'excuser. Bon, Fabien, j'y viens. Au niveau, attendez. Certains ministres, voilà, donc vous allez nous épargner un peu. C'est un débat incolore. C'est un débat incolore. D'accord. Fabien Lumbala, nous devrions avoir une politique étrangère en République démocratique du Congo, proposée par qui? Par exemple, par le ministère des Affaires étrangères, sous forme d'une proposition de loi, qui devait être discutée au Parlement, entérinée par le Parlement et coulée sous forme d'une loi. Je parle en tant qu'analyste stratégique. Coulée sous forme d'une loi, de telle sorte que les autres gouvernements successifs congolais qui devaient se suivre ne doivent pas s'écarter de la ligne de cette politique étrangère. De sorte que, lorsqu'un ministre des Affaires étrangères accède au gouvernement, vite, on lui dit, monsieur le ministre, regardez la ligne que vous devez suivre. Vous ne devez pas être en deçà de ceci, vous ne devez pas être au-delà de ça. Regardez ce que vous devez suivre, c'est bien tracé pour la défense de la République démocratique du Congo. Quand un ministre de la Défense accède, il ne faut pas qu'on mène cette politique de coq à l'âne. C'est bien beau de nous montrer des images d'un ministre qui va visiter des salons de vente d'armes. Mais posez à notre ministre actuellement, quelle est la politique de défense de la République démocratique du Congo face au Rwanda, aux invasions? Nous faisons 9 frontières. Merci. Regardez, nous avons des réfugiés un peu partout qui nous menacent. Les Mboro ne sont pas des enfants de cœur. Un conflit peut éclater aussi de ce côté-là. Vous voyez ce que l'armée du Seigneur, les Soudanais, les Sud-Soudanais. Les Sud-Soudanais ont fait. Mais il faudrait qu'on définisse une politique en matière de défense, que le Parlement discute cette politique-là et la coule sous forme de loi. Merci. Mais il ne faut pas laisser le ministre des Affaires étrangères naviguer à vue. Plutôt le ministre de la Défense naviguer à vue et faire de l'apeuprisme. Merci. J'ai dit que ça, c'est de l'amateurisme. Il faut cesser de le faire. Merci. Kabongo Achille, vous êtes vraiment sévère envers ce ministre de la Défense, justement. Pacte républicain, selon Emmanuel Kabongo, arrêter les fêtes et les jouissances, bloquer les prix. La FEC doit sentir qu'il y a un pouvoir
et puis mettre fin à toutes ces grèves inutiles et puis à toutes ces guerres internes de pouvoir. Voilà. Kabongo dit Kinshasa brille dans 2 contre-performances diplomatiques et militaires, mais on a vu, il loue un peu l'approche Lutundula, mais Lutundula, beaucoup de sorties à New York se sont avérées vraiment sans succès diplomatiquement. Freddy Mulumba, vous avez la parole. Je pense que le moment est arrivé de faire des analyses sans parti pris. C'est d'abord comprendre comment le monde fonctionne. La première question qu'on devrait se poser par rapport à l'Amérique, qui nous fait aujourd'hui trop de mal, c'est savoir pourquoi, pendant un temps, du temps de Mobutu, l'Amérique était à côté de nous. Stabilité. Après Mobutu, l'Amérique a changé de camp. Jusqu'aujourd'hui. Même dernièrement, jusqu'aujourd'hui, tous les fronts militaires ou armés ne s'étaient pas réactivés pendant le règne de Trump. Oui. Mais quand les affairistes des démocrates arrivent, tous les fronts sont réactivés. Oui, même Kagame qui était jeté à la poubelle par Trump, alors il a... c'est pour que vous compreniez qu'en Amérique, il y a des courants qui définissent un peu la politique étrangère. Il y a ce qu'on peut appeler les réalistes d'un côté, et de l'autre côté les libéraux, qui sont mondialistes ou bien néolibéraux. Et du temps de Mobutu, c'était Henry Kissinger qui faisait beaucoup plus la politique étrangère américaine, les pieds étaient stables. Dès que Mobutu est parti, il y a les libéraux qui sont entrés au pouvoir avec Bill Clinton, jusqu'aujourd'hui. Obama n'a pas tellement changé, il n'y a que Trump qui est venu un peu interrompre, mais ça a repris. Donc, ceux qui nous font la guerre à l'Est, on ne peut pas dire toute l'Amérique, ce sont les néolibéraux qui sont au pouvoir. C'est qu'on décidé de travailler avec Kagame pour venir nous piller et imploser le pays. On a décidé pour qu'on puisse balkaniser le Congo. Ça, c'est une position très claire qui est aujourd'hui portée par les libéraux à travers ce qu'on appelle les globalistes mondialistes. Ils sont à Kigali. Voilà pourquoi actuellement la politique étrangère américaine n'est pas très claire. Donc pour ces gens qui sont à Kigali, on peut faire des guerres jusqu'à ce qu'on nous fatigue. Objectif poursuivi, le Congo doit disparaître. Donc qu'on ne puisse pas se perdre. Parce qu'on a vu aujourd'hui, avec l'arrivée du président Tshisekedi, il y a eu la lettre du sénateur, le président de la commission. Mais je dis qu'il faut lire attentivement, analyser le contenu de cette lettre pour comprendre comment l'Amérique fonctionne. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si nous voulons aller plus loin, il faut aller en Amérique. Parce que l'Amérique nous fait la guerre. Ce n'est ni la Chine, ni la Russie. L'Amérique nous fait la guerre. Vous allez voir, dans toute l'Afrique aujourd'hui, la plupart des guerres sont entretenues par l'Occident. Sinon, ni les Chinois, ni les Russes. Donc, il faut aller en Amérique. Ça Qui doit y aller parce que nous avons des diplomates à New York, diplomates à Washington. Je parle de nous. Oui. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de la lettre du sénateur, c'est pas un effet du hasard. Il y a un lobbying qui a été fait. Parce que quand vous lisez cette lettre, il y a même des détails. Donc, les sénateurs, le président de la commission des affaires étrangères du Sénat était mieux informé. Et il a écrit à Blinken pour dire nous devons redéfinir notre politique envers le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas une distraction quand on sait que Blinken devait venir ici? Est-ce que ce n'est pas pour la consommation externe? Non, chaque fois, vous savez, quand Obama est arrivé au pouvoir, il a fallu 3 ans avant de définir la politique africaine de l'Amérique. Curieusement, le président qui est Trump n'a rien fait, mais avec le président Biden, on a défini. Mais quand vous lisez la politique africaine des États-Unis, elle est néolibérale. Il faut très bien le lire. Et la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans le gouvernement de Biden sont les gens qui ont travaillé avec le président Bill Clinton. Vous avez Samantha Power, qui est à la tête de SAID. Vous avez Susan Rice, qui est au gouvernement. Donc, les amis de Kagame sont au pouvoir. Il ne faut pas être naïf. Donc, au lieu qu'on s'embrouille comme on s'embrouille là, nous partons en Amérique, on fait le lobbying comme Kagame l'a fait. Parce que la solution pour ce pays, elle est beaucoup plus diplomatique que militaire. Parce que
Quand vous regardez le Rwanda, si aujourd'hui nous disons on va faire la guerre au Rwanda, le Rwanda ne tiendra pas de coup. Il suffit de mettre 2 millions de gens de l'Est et traversent à pied. Le pouvoir est parti. Mais pourquoi le Rwanda nous fait la guerre? C'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Donc, mieux vaut beaucoup plus utiliser la diplomatie et de l'intelligence pour éviter à ce que, vous savez, c'est question d'intérêt. Si les autres voient que leurs intérêts sont menacés, ça peut nous coûter cher. Donc, il faut tirer très bien les leçons de l'histoire et se mettre du bon côté de l'histoire. Merci Freddy Moulumba. Norbert Yamba, Freddy Moulumba, vous l'avez suivi, selon lui, les globalistes, les jours que par la disparition ou l'émiettement du Congo, Lumumba l'avait prévenu, donc il faut aller en Amérique, aux États-Unis pour un lobbying efficace. La solution à cette guerre est diplomatique, elle n'est pas militaire, parce que les affairistes, il faut parler avec eux de manière à les convaincre. Le Soudan n'est plus ensemble, c'était le deuxième après l'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes deuxième. Il y a le Soudan, Soudan du Sud. Et même au Soudan du Sud, c'est la misère. Darfour, on pompe le pétrole. Donc, les Africains n'ont pas encore compris. Vous avez la parole. Merci. En même temps, on aborde les enjeux, les défis, les perspectives de manière ensemblière. Et comme vous l'aviez souhaité pendant le briefing, les motivations, les acteurs de la guerre et même les stratégies de sortie. Merci Fabien. J'ai compris en fait que notre malheur, c'est l'Occident. Et cela date depuis très longtemps. Parce que l'Occident a mis en place un paradigme. Le paradigme occidental est fondamentalement égocentrique à rentabilité externe. Construisons un monde où nos valeurs doivent être universelles et les imposer partout. Ce paradigme n'a pas encore changé. Ça peut être à l'époque de Mobutu, de Kabila, et aujourd'hui, avec le président Tshisekedi. Et certainement, vous avez suivi les menaces. Quand on dit, tout ce qui appartient au monde aujourd'hui, c'est pour nous. On n'ose pas. Et si vous osez, on vous attaque. Ça, c'est la loi de voter au HR 73-11, votée au Capitole. Alors maintenant, cher Freddy, quelqu'un me disait que lorsqu'il y a des unités de puissance qui se racontent, l'unité la plus forte domine l'unité la plus faible. Et les Chinois disent, celui qui monte sur le tigre ne veut non seulement descendre, mais de le partager. Ils sont puissants. Ils sont puissants. Et alors, est-ce que nous aurons simplement des yeux pour regarder ou nous devons réfléchir davantage? Les Noirs américains ont beaucoup souffert de la ségrégation raciale aux États-Unis. À un moment donné, avec sous le leadership de Martin Luther King, ils ont décidé de boycotter les bus parce qu'ils étaient tout le temps, n'est-ce pas, indisposés dans le bus. Ils ont fait une année de boycott. Et puis après, avec Kennedy, John, eh bien, on a cassé cette ségrégation, ils sont revenus. Mais pendant une année où ils étaient, n'est-ce pas, sous boycott, au lieu d'inventer de nouvelles alternatives, au lieu d'inventer de nouvelles innovations, de fabriquer, réfléchir pour fabriquer même leurs propres bus, ils sont rentrés vers le système. Et la situation est restée la même. Joseph Paul vous disait toujours, quel est notre illogisme en fait? Tantôt nous disons que c'est eux, et tantôt nous allons vers eux, pour parler avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inventer une autre voie qui nous permette véritablement de construire notre autonomie? La voie de Moscou, alors, Pékin? Alors, sincèrement, vous voyez, non. Ce sont des puissances. L'Amérique est en train de perdre le monopole de la puissance, mais il reste puissant. Et les Chinois entrent dans la danse, les Russes dans la danse. Faites attention, quand quelqu'un accumule des richesses, il ressent sa puissance, la tendance vers la domination. Nous l'avons dit la dernière fois que n'eût été cet esprit, ce comportement-là, la Chine n'aurait pas une base militaire en Djibouti. Ce n'est que le début du commencement. Nous devons être en mesure de construire notre autonomie. Nous devons être en mesure de restaurer notre génie. Et ce génie doit être restauré
au niveau politique. C'est ce que les téléspectateurs attendent de vous. Bien entendu. Quelle attitude? Et c'est ce plateau, un responsable me l'a dit, ces différents plateaux sur Télé 50, ça inspire aux décideurs des pistes de réflexion. Mais tout à Ils fait. attendent. Quelle attitude? Qu'est-ce qu'on doit inventer dans un monde où les caïmans, les alligators écrasent les autres, Vous savez, notamment le Congo? vous savez, Freddy revient de temps en temps sur ça, en fait. Lorsqu'il faut parler de la Chine, lorsqu'il faut parler de la Russie, certainement qu'ils ont fait un groupe de BRICS pour tromper la vigilance occidentale, pour dire qu'ils étaient des pays émergents. Encore l'émergence, ça rentre dans la diplomatie du vocabulaire, il ne faut même pas en tenir compte. Mais ça fait longtemps que les Chinois se battent. Depuis la révolution de 1949, et ils étaient en train de dire, nous sommes sous-développés, nous n'avons rien, etc. Et ils faisaient des choses en catimini, beaucoup, que ce soit Achille, que ce soit Emmanuel, sont revenus pour dire, mais écoutez, même si nous avons un secret, nous avons une stratégie, nous avons des innovations, des grâces, il ne faut pas les balancer à la place publique. Mais les Chinois sont restés comme des idiots et pourtant ils voyaient ce qu'ils cherchaient. Aujourd'hui, ils sont une grande puissance, que ce soit militaire, économique et commerciale. Donc, nous devons être en mesure de comprendre ce que cela représente en termes de la puissance intrinsèque du Congo. Le Congo est la locomotive. Aujourd'hui, il y a une stratégie C'est géopolitique. encore le discours. La Chine, on ne lui impose pas le choix de ses partenaires. Mais le Congo, on nous dit, faut traiter avec tel, ne traitez pas avec tel, c'est notre ennemi, c'est notre adversaire, c'est là que c'est du mal, ne traitez pas avec tel. C'est ça aussi. Et c'est maintenant qu'on est en train véritablement dans cette guéguerre. Il faut véritablement que nous puissions développer, que les laboratoires fonctionnent pour savoir quels sont nos intérêts, qui partagent avec nous véritablement ces intérêts croisés, comment nous faisons pour construire une synergie gagnante, etc. Ça sont des réflexions. Et ça, je vois le professeur Emmanuel Kabongo, etc., pour que même quand on organise des conférences, etc., qu'on y réfléchisse autour des problématiques problématisantes. Les professionnels, Freddy Moulumba, etc., il est revenu plusieurs fois avec Emmanuel pour parler de la balkanisation. Cette histoire, on a cru que c'est une histoire, une fiction. Mais c'est très clair. J'ai suivi notre collègue, notre ami sénégalais, Tidjane. Non, Ah oui. Cheikh Tidjane, Oui. Gabio, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque de Ouad. Il a un cabinet sur la place d'Atlanta aux États-Unis. Et une étude a été faite, une étude approfondie. Certainement qu'on nous a saucissonné à la conférence de Berlin. La tendance aujourd'hui, parce que, vous savez, la disparition de la puissance occidentale est liée à la disparition des ressources. L'Afrique reste le terrain de prédilection. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous saucissonner pour qu'on crée des boutiques. Tel pays, c'est pour tel pays, autre, tel pays, etc. Et c'est le partage. Ouais. Et donc, Tidjane dit, dans les prédictions, que c'est très clair que le Congo pourra aller jusqu'à 5 États. On est en train de nous déranger à l'Est, certainement, à cause de la présence de coltan, qui était minerai stratégique et lithium, mais on peut aller, vous aurez des roitelets de partout. Et ce qui est plus grave, c'est que la classe politique, que ce soit au pouvoir ou à l'opposition, n'a pas l'air de comprendre ces enjeux. Merci. Il est complice. Voilà, merci Norbert. Complice. Merci Freddy. On comprend que on vous a imposé une démocratie qui nous fragilise. Et ça, c'est extrêmement important. Norbert croit il propose qu'on puisse construire une énergie gagnante. Une synergie gagnante. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aller vers ceux qui nous déstabilisent depuis plusieurs années, depuis des décennies, qui nous interdisent de parler avec Moscou, qui nous interdisent de parler avec Pékin, mais en alternative, ils ne nous proposent rien. Leurs aides, c'est quelques millions étalés sur les années. Alors, vous, les penseurs, Oui. C'est vous qui avez éclairé la France au XVIIIe siècle. Les philosophes, ce n'étaient pas des politiques. Alors, est-ce que vous êtes conscient de ce que la société société attend? J'ai commencé mon attend? discours en disant, quand un pays est en guerre, qu'on arrive tout satisfait, il faut chercher des ressources. Le pays ne va pas faire la guerre avec des ressources d'ailleurs. Ce sont des ressources internes qu'on mobilise, qu'on canalise. Comment avoir ces ressources? Aujourd'hui, nous avons la chance
d'un pays où on voit quand même que les régies financières, les gens travaillent, l'argent entre, les budgets augmentent. Mais ces ressources-là ne peuvent pas être, ne sont pas susceptibles d'être mises à la disposition de l'armée. Pourquoi? Parce que chaque jour, quand on surveille, il y a la grève. Chaque jour, quand on fait, il y a des ceci. Donc, l'État fait comment? Et là, je parle d'une expérience connue. On arrête, c'est-à-dire on dit, les biens à consommer ont un prix fixe actuel, on ne bouge pas. Les gens ont gardé leur salaire, on ne bouge pas. Et les ressources supplémentaires sont totalement envoyées vers l'armée. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous attaquent là savent que nous ne faisons pas, l'armée congolaise n'est pas dissuasive. C'est-à-dire, elle n'a pas suffisamment de moyens matériels, de moyens financiers, de moyens de formation pour faire peur à tous les pays. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la proposition de Freddy Moulumba, selon laquelle il faut un lobbying efficace à Washington. Nous sommes venus, la solution n'est pas militaire. Nous sommes venus faire un débat. On n'est pas venu ici pour prendre les idées de Moulumba. Moi, je vous dis que je parle à mon nom propre et au fait des choses que moi j'ai étudiées pour savoir qu'un pays ne cherche jamais des ressources dehors pour faire la guerre. Si les gens là nous attaquent, les petits Rwanda, c'est de même, vous verrez même la Centrafrique ici. Parce qu'ils menacent nos frontières vers l'équateur là. Vous avez vu même le Tchad là dit que non, si le Congo ne donne pas l'eau, nous irons prendre l'eau au Congo. Le Tchad. Ça signifie que fondamentalement, l'armée congolaise ne constitue pas encore un effet dissuasif suffisant. Parce que les gens qui vous attaquent là, ils connaissent qu'est-ce que vous avez dans l'armée, qui sont là-bas, qu'est-ce que vous avez comme armes. Donc aujourd'hui, notre problématique, notre problème fondamental, c'est d'avoir les ressources que nous avons ici. Et j'ai entendu un Mouzito qui disait que non, il faut faire un collectif budgétaire pour qu'on puisse donner suffisamment d'argent à l'armée. Il nous faut au jour d'aujourd'hui atterrir. Ce sont des armées d'innovation. C'est les matériels qui comptent. Si vous n'en avez pas, n'importe qui vous attaque. Donc moi, je crois que Félix Tshisekedi a intérêt au jour d'aujourd'hui de négocier un pacte social. Un pacte social, c'est-à-dire les gens arrêtent de se lever le matin pour faire des grèves. Les gens arrêtent de se lever le matin pour demander des augmentations de salaire. Les gens arrêtent d'augmenter les prix des biens pour que nous ayons des ressources à donner à notre armée. Notre armée doit être une armée professionnelle. Et la professionnalisation d'une armée ne commence pas par les hommes, elle commence par le matériel. Donc, nous avons besoin de ces matériels au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai vu notre armée, nos militaires se plaindre, ils n'ont pas de camions, ils n'ont pas de ceci. Même l'embargo, là, on s'en fout. Donc, à mon avis, si Israël gagne des guerres, c'est pourquoi? Deuxième point, parce qu'en Israël, quand vous attaquez Israël, tous les étudiants qui vont à l'université, là, arrêtent les cours. Ils vont tous se faire comme réserve dans l'armée. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les Congolais ici doivent être en mesure de dire, puisque vous ne voulez pas étudier, l'université est tout le temps en grève. Mais le fond là, les étudiants, allez faire l'armée, et puis il faut rendre notre armée, n'est-ce pas, comment dire, attrayante. Comment est-ce qu'on aura une armée attrayante? Aux États-Unis que tu vois là, quand un garçon quitte l'université, il va dans l'armée, même s'il fait 2 mois, mais s'il va dans une guerre, dès qu'il rentre, on appelle vétéran. C'est-à-dire qu'il a droit à faire des études gratuitement aux frais de l'État. Il a droit à ce qu'on appelle la carte universelle de soins médicaux. Il a droit à un appartement. Donc nous aussi, notre armée ici, nous devons la... Je vois les gens qui disent que nous recrutons dans l'armée. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas rendu cette armée attrayante? Si nous demandons à nos étudiants aujourd'hui, nous disons, nous formons les universités. Les étudiants, allez faire l'armée. Nous leur disons, quand vous allez rentrer, vous avez droit à faire l'université aux frais de l'État, comme ça se fait partout ailleurs. Vous avez droit à une carte de soins médicaux universels. C'est comme ça qu'on rend l'armée attrayante, mon ami. Donc, il n'y a pas, ce ne sont pas des solutions où il faut... Je comprends que mon ami Freddy, qui a étudié chez les Blancs, aime bien aller chez les Américains, mais je rappelle ici que depuis que Tshisekedi est au pouvoir, nous avons on a même envoyé un ambassadeur ici pour nous fermer les yeux. Monsieur Ahmed s'est réveillé le matin, il était resté par Tshisekedi chaque jour. C'était pourquoi? Pour empêcher Tshisekedi d'aller chercher ailleurs, ou chez les Chinois, ou chez les Russes. Donc, mon ami Fabien, je vous dis que nous avons les ressources que nous avons là. Prenons ces ressources-là, donnons ces ressources à l'armée pour acquérir des matériels et mettons-nous dans les provinces de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le Rwanda vit? Une question de précision, une question de détail. Oui. C'est bien ce que vous dites. Mais
ce n'est pas Iket-Nunk que vous allez former une armée dissuasive, une armée attrayante pour que les jeunes gens plus intelligents, autres y aillent. C'est un processus. Ce n'est pas une baguette magique. Demain, là, vous verrez le Rwanda. Tout le Rwanda, c'est quoi? C'est de prendre Goma pour vous empêcher de faire la guerre au niveau du Rwanda. Vous allez voir d'ici là, si vous n'arrivez pas à déloger ce genre-là de Bunagana, ils vont prendre Goma. Et vous allez vous asseoir ici pour faire la guerre. Nous, le Rwanda, pourquoi? Oui. Parce que pour atteindre le Rwanda, il fallait passer par Kisangani. Tu vois, les Rwandais avaient déjà pris Goma partout. Ils ont dit non, on ne va pas parler de Kisangani. Non, il nous faut aujourd'hui nous battre pour que les Rwandais ne prennent pas Goma, parce qu'ils nous empêcheraient de faire la guerre de proximité. D'accord. Emmanuel Kabongo est pour une armée attrayante, dissuasive. L'armée, c'est le niveau le plus élevé de la conscience nationale. Et laisser il n'y a pas de conscience nationale sans armée. Faire leur boulot. Il faut Achille, des moyens. Voilà. Achille, vous allez en même temps réagir, mais avec une question qui vient de Johannesburg, en Afrique du Sud. Clément Gala, sud-africain, dit c'est avec une attention soutenue que nous sommes en train de suivre ce plateau Télé 50. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que le Grand Congo sorte du piège des Occidentaux capitalistes? Ok. Je vais saluer une majestueuse phrase qui est sortie de la bouche d'Emmanuel Kabongo. L'armée est le plus grand niveau de conscience nationale, de tout ce qu'il a dit. Et je vous raconte une anecdote. Sous le régime passé, nous étions en Pullman au Grand Hôtel avec quelques étudiants britanniques. Il y a eu des coups de feu. La première réaction des Congolais, c'était de fuir. Mais j'ai vu des étudiants britanniques rester calmes. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Les coups de feu qui viennent d'être tirés, c'est tel type d'arme. C'est tiré à partir de telle distance. Et celui qui a manié en dernier lieu, il a mal manié. Il devait tirer parce que le troisième coup devait être plus efficace que le deuxième. Pourquoi? Chez eux, le service national est imposé. C'est-à-dire, quand vous terminez les études humanitaires, vous devez nécessairement faire le service national, même en Israël. C'est toute une politique de défense, je l'ai dit. Mais lorsque vous êtes dans un pays où les dirigeants brillent par la contre-performance en matière de défense, où les dirigeants naviguent à vue, où les politiques de défense font de l'apeuprisme, on ne peut pas s'en sortir. Je l'ai dit et je le répète, il faut d'abord une politique de défense mieux pensée, proposée au Parlement et coulée sous forme d'une loi. Je donne un exemple. Dans la politique de défense, on doit mentionner que lorsqu'un pays limitrophe attaque la République démocratique du Congo, elle doit par exemple se comporter comme Israël. Nous vous repoussons et nous annexons une partie. Essayez d'attaquer Israël aujourd'hui. Il vous repousse dans vos retranchements et il annexe une partie. Prenons aujourd'hui en Égypte, les plateaux de Golan sont toujours détenus par Israël. Parce que c'est ça la politique israélienne. Vous attaquez l'Israël, l'Israël vous poursuit dans vos frontières et annexe une partie de vos frontières. Pourquoi? Pour vous empêcher de repousser encore les frontières. Emmanuel a dit ce jour-là que Israël est utilisé par Washington en Orient, au Proche-Orient justement, comme le Rwanda est aujourd'hui marionnette pour pouvoir déstabiliser les Grands Lacs. Je vais vous dire ceci. Vous m'avez vu venir avec un laptop. Je ne suis pas d'accord avec Freddy Molumbaka quand il dit que nous devons aller négocier aux États-Unis. Non. Non. Allez faire un lobbying. Allez faire un lobbying. Merci beaucoup. Efficace. Merci beaucoup pour la correction, Freddy. Je ne suis pas d'accord. Je viens de tomber sur une étude très récente qui me trouble. Quels systèmes internationaux en 2030? C'est publié par Georges-Henri Soutou dans la prospective stratégique et appuyé par Anne-Marie Slaughter. Des grands analystes stratégiques. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont occidentaux. Ils sont occidentaux. Ils sont pas chinois. Je ne refuse pas. Ils ne sont pas chinois. Ils disent ceci. Écoutez, veuillez écouter. Vous savez, nous sommes sur ce plateau ici. Tantôt nous condamnons l'Amérique, tantôt nous condamnons l'attitude des Chinois, tantôt nous allons chez les Russes. Mais regardez ce qu'eux disent. Que le système international qui était celui des relations entre États, dans la mondialisation aujourd'hui, il a tendance à être battu en brèche. Je vais vous dire pourquoi. Le système multinational basé sur les organismes multinationaux, ONU, Organisation régionale pour l'économie haute, est en train d'être battu en brèche, selon ces analystes. Ensuite, le système transnational qui est basé sur les religions, migration, système technique, économie, est en train aussi d'être battu en brèche. Pourquoi?
parce que le monde a rejeté le libéralisme capitaliste américain. C'était la mondialisation qui consistait à prendre l'unilatéralisme américain et à mettre l'Amérique comme étant le gendarme du monde, a échoué et est rejeté par toutes les nations. Tout le monde me donnera raison ici. Mais à la place, c'est remplacé par quoi? Ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Tu es tombé dans un piège de mon écoutez, je vais vous dire une chose. On laisse Kabongo. Mais M. Kabongo, attendez. Dans le monde, je n'ai pas encore terminé. La CIA en 2030, tout y est. Ils ont même prévu l'émergence des mais maintenant, je vous dis ceci. Et la production des écoutez, il y a cette notion de la gouvernance mondiale et de l'ordre, le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre international, qu'aujourd'hui la Chine combat, qui a compris que c'est un système dangereux, que la Russie combat, que Vladimir Poutine combat. Mais les nations africaines n'ont pas compris que toutes ces puissances occidentales se retrouvent dans une organisation mondiale, vous comprenez, qui nous soutiennent, tout en continuant à faire cette politique nationale et transnationale. Maintenant, je vais vous dire ceci. À partir du moment que nous, les nations africaines, continuons à regarder de travers, nous n'avons pas de politique stratégique bien définie en matière de politique étrangère ni en matière de défense. Regarde, nous allons soutenir comme Freddy Mulumba, allons négocier aux États-Unis. Non, allons faire le lobbying. C'est différent. Pardon, allons faire le lobbying aux États-Unis. Et pourtant, il faut regarder un peu vers ces organisations de gouvernance mondiale. C'est cet ordre nouvel, ce nouvel ordre. C'est bien cette théorie-là. Mais Norbert dit, nous devons construire une synergie gagnante à l'interne avec des retombées sur le plan externe. D'accord. Non, mais écoutez, moi j'aimerais bien dire ça. Comment rendre la pensée beaucoup plus intelligible. Nous devons avoir à l'intérieur de la République démocratique du Congo un gouvernement très fort avec de bonnes politiques pour se faire obéir d'abord à l'intérieur et se faire respecter à l'étranger. Tant que nous n'avons pas un gouvernement très fort, avec des politiques fortes, qui sait se faire obéir à l'intérieur complètement pour se faire respecter à l'étranger, c'est que Norbert Yamba essaie d'exprimer comme idée, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, je vous assure. Voilà, Freddy Mulumba, on amorce l'atterrissage. On a déjà corrigé. Vous ne demandez pas d'aller négocier, mais vous demandez de pouvoir mettre en place une contre-performance en matière de... un lobbying efficace à Washington, parce que la politique de la chaise vide est toujours dangereuse. Mulumba, quelque part, n'a pas tort. J'ai expliqué ceci. Ce n'est ni la Chine, ni la Russie qui nous font la guerre. S'il vous plaît, on a encore notre tour. Ceux qui nous font la guerre, ce sont les Américains. Donc, ça demande à ce qu'on puisse étudier comment l'Amérique fonctionne et savoir qu'est-ce qui nous fait réellement la guerre. C'est fait qu'il faut aller sur place, faire de lobbying pour avoir au moins des gens de l'autre côté. Et la gouvernance mondiale, vous l'avez dit? Non. Laissez-moi terminer. Nous sommes dans un monde... Nous sommes dans un monde multipolaire aujourd'hui. Nous devons mettre en place un monde multipolaire. On ne sait pas ce que sera demain. Donc, ce qu'il faut faire pour nous, Congolais, c'est d'abord réinventer l'État. Il n'y a pas d'État. Tout ce que vous dites, c'est bon. Est-ce qu'il y a un État ici? Allez en Bandaka, vous faire 400 km. Avez-vous bien analysé pourquoi Vladimir Poutine a déclenché la guerre? J'ai dit, non, ça c'est autre chose. J'ai dit, pour le Congo, tout ce que vous dites, c'est bon. Mais s'il n'y a pas d'État, vous allez faire quoi avec? Donc, la première chose à faire, c'est réinventer l'État. Parce que l'État tel qu'il fonctionnait, c'était le modèle colonial. Ce modèle s'est effondré. Il faut réinventer un État, ce qu'on appelle un État pivot d'un État civilisation. Ça fait qu'on ne tienne pas plus compte des frontières tracées par la colonisation. Donc, vous voulez que les frontières soient comme des murs, ce sont des passerelles entre le peuple. Donc, il faudrait que ce travail soit fait par des Congolais. Parce qu'on a tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut dire, les éléments de puissance. La population, la géographie, les richesses. Mais ce qui nous manque, c'est un leadership politique, intellectuel, religieux. Et quand nous aurons un peu de leadership, pas un individu, je parle un peu de leadership, mais collectif. Ensemble Donc, nous devons penser le monde de demain sur base d'un État pivot. Les petits Rwanda, les Burundi, ça va passer. Mais comment est-ce qu'on peut reconstruire un État en Afrique centrale capable de relancer les États-Unis d'Afrique? Parce que ce qui compte demain, ce n'est pas encore des petits États. Il faut construire les États-Unis d'Afrique à partir du Congo, que les Congolais soient conscients qu'ils mettent tout pour l'Afrique. Et quand nous serons
nous serons dans un État, au sein d'un État global, africain, nous pouvons faire face aux Américains, aux Chinois et aux Russes. Donc, le monde de demain, c'est le monde des grandes puissances. Donc, voilà. Donc c'est important. Une petite réaction. Oui. Ça dit que ce que dit Freddy est vrai. Mais ce qu'il ne dit pas est que nous sommes justement au stade de réinvention de l'État. Regardez l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et c'est ça le dilemme même de Tshisekedi. C'est-à-dire, il veut faire un État de service. Je crois que mon ami me comprend très bien. Un État qui rend service, c'est-à-dire construire des petites routes, donner de l'eau aux gens. Mais nous sommes restés 50 ans dans cette obsolescence. Oui. Ce qui fait que lui, le peu de moyens qu'il a, il reconstruit des routes, c'est ça l'État. C'est l'État qui rend service, qui devient un État qu'on obéit. L'identité nationale, c'est-à-dire le fait qu'un peuple s'identifie à son État, s'identifie à son pays, n'est pas un fait gratuit. Il est un fait payé. C'est un État qui vous nourrit, qui vous construit des routes, qui fait votre mobilité, qui est capable de vous identifier à cet État. Vous devenez des gens pour gagner. Merci Emmanuel. Norbert. Je suis content de ce que vient de dire Emmanuel tout à l'heure. Si on analysait les choses avec moins d'émotions toxiques, je pense qu'on peut bien trouver la torche pour éclairer l'avenir. Nous avons combattu les différents systèmes qui se sont succédés dans notre pays. Mais nous n'avons pas compris en profondeur que le problème était plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la décision ne dépend pas essentiellement de nos dirigeants. Et nous l'avons démontré tout au long de ce débat, qu'il y a des pesanteurs externes qui ont une imbrication incidentielle sur les différentes décisions. Et là, cette incompréhension n'est pas digérée par l'élite intellectuelle, l'élite politique, etc. Pouvez-vous imaginer qu'aujourd'hui, certainement que Freddy n'a pas tort lorsqu'il dit nous devons faire une diplomatie. Le lobbying n'est pas interdit. Et d'ailleurs, il existe en pédagogie de libération la théorie de transformer l'ennemi en partenaire pour avancer, faire avancer quelque chose. Ça va de soi. Mais nous sommes dans une approche holistique. L'approche holistique, ça veut dire que on est simplement de s'intéresser à cette diplomatie, en fait, qui est opérationnelle sur base d'une approche eurocentrique, l'occidentalisation des valeurs, etc. Et donc, il faut plutôt réfléchir sur la restauration de ce que nous représentons en termes de valeurs intrinsèques. Au même moment que nous sommes en train de faire cette diplomatie, au même moment que nous organisons notre puissance militaire, au même moment que nous faisons véritablement la politique, alors maintenant, dans les universités, dans nos centres de recherche, nous faisons quoi? Quelles sont les technologies que nous inventons? J'ai vu avec Emmanuel connaît mieux centre de recherche sans financement. Mais c'est justement toutes ces problématiques-là doivent être mises sur la table pour qu'il y ait, je sais pas, un temps où on se dit, maintenant plus que jamais, nous démarrons. Regardez ce que fait la diaspora. J'ai suivi dans l'intervention d'Emmanuel la vie de l'Israël, comment l'Israël est né. Aujourd'hui, c'est très clair. L'Israël reçoit 4 milliards de dollars chaque année dans son budget à cause de la diaspora. Oui. Alors, regardez, comment on peut construire une légitimité? J'en profite parce qu'on est à la fin. Un compatriote qui vit en Belgique et l'autre aux États-Unis viennent m'envoyer justement, vous voyez vous-même, Ballet Irebero qui est prévu en Belgique avec une contribution 30 €, 35, 20 et 25 selon l'âge. C'est un ballet rwandais, mais l'objectif c'est financer l'occupation de Bunagana et tout ce qui se fait contre le Congo. Tout à fait. Alors, ils sont bien informés, mais nous on se chamaille. Vous voyez qu'ils ont une politique. Je crois qu'ils ont une politique. Et en plus, si vous allez en Belgique, quelle est votre politique? Si vous êtes en Belgique, vous trouverez que nos voisins sont pour la plupart des chauffeurs, femmes et hommes, avec une stratégie de tirer les informations. Quand vous entrez, vous dites tout là-bas, vous ne savez pas qui est en train de capter. Il se passe beaucoup de choses. Je vais terminer le Congo ailleurs en disant que, je vous assure, il faut un temps de
comment on dit, de transition pour dégonfler nos émotions et de velléité, pour se dire le Congo ou rien. Et cela doit commencer à partir de la classe politique. Merci, Norbert. Je m'excuse beaucoup. La diaspora. Nous n'avons pas une diaspora qui est ingérée à longueur de journée, qui désacralise l'autorité qui véritablement construit la crédibilité de tout un pays. Merci. On ne sait pas quel est le taux de déstabilisation par rapport à ça. Nous avons besoin des uns et des autres qu'ensemble, nous avons un combat plus complexe que ce que nous sommes en train de voir avec le Rwanda, qui ne reste pas la capacité de nous neutraliser, mais il est soutenu ailleurs. Mais s'il y a une légitimité populaire, soutenue à la fois au niveau interne et au niveau externe, par nos compatriotes, je pense que ça va aider à faire avancer les choses. Merci beaucoup, Norbert. Cette unité là, Oui, ce moment. c'est ça. Merci, Je Emmanuel. pense que mon dernier mot, c'est de dire ceci. Vous savez, le président, on a, depuis un temps, il y a ils sont Goma, Bukavu, Goma, Ituri, qui sont des zones militaires, n'est-ce pas? Mais je crois qu'on doit pouvoir fermer les frontières. C'est curieux quand même que chaque matin, les Rwandais entrent sur Goma, viennent vendre. Ça n'a aucun sens. Voilà. Dernier Ça n'a mot. aucun sens. Si vous Voilà. me le permettez. Non, le temps. Dernier mot. On pourra continuer dans Dire les à ces matières. messieurs, définissez-nous à travers le Parlement des politiques étrangères et Merci. des politiques Vous l'avez de déjà défense. dit. Vous l'avez déjà dit. À Alors, travers le Le Parlement. service militaire doit être rendu obligatoire. Service militaire obligatoire après les Un pays comme le Congo doit voir tous ces actions Merci, dans le militaire. merci, On doit Norbert. faire à tout le monde. alors, Jacques Le Congo, qui est Danemark, salue la pertinence de vos analyses et dit vous êtes des héros dans ce pays. Vous êtes des têtes que le Congo, dont le Congo a besoin. Une très belle émission avec des têtes pensantes. Félicitations. Il cite tous vos noms. Et voilà. Nous n'avons pas le temps de pouvoir faire la synthèse. Tout est dit. Mais beaucoup reste à dire. Peut-être vendredi prochain. Mais vous pouvez continuer ça dans vos salons, dans les bureaux. Et nous, tout à l'heure, ici, avant de descendre. Au revoir. Comment contre le Congo? Non, mais il faut, alors, vous n'avez pas dit, cette loi-là. Non, attendez, non, vous n'avez pas dit. Non, non, c'est faux. Parlez-nous aussi de S'il vous plaît, vous n'avez pas dit cette loi-là. C'est ce Télé50. « 1885, nous n'étions pas là. Lorsqu'à Berlin, nos limites sont établies. Ainsi nous naquîmes, ainsi nous fûmes connus du reste du monde. Alors s'exacerba aussi notre désolation. Nous qui depuis fûmes soumis aux besoins les plus répugnantes, battus, mutilés, humiliés, mais tout cela était considéré comme digne de nous, vu notre rang des forçats, notre rang d'esclaves, déchus de nos droits, réclus de nos prédilections, nous n'avions que des impératifs sur